La saga Predator se compose de plusieurs films, auxquels s'ajoutent 2 crossovers avec Alien et quelques courts-métrages, bien que considérés comme non canon, révélant des incohérences et du non-sens. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien qu'elle soit l'une des sagas de science-fiction les plus appréciées de tous les temps, elle n'est pas exempte d'erreurs. Certaines décisions prises depuis le premier film, le Predator original de 1987, défient la logique même de l'univers construit pour le récit. D'autres n'ont tout simplement aucun sens, ni dans le monde réel, ni dans celui de l'histoire. Hollywood regorge de clichés narratifs. Les fans en retrouvent un certain nombre dans la saga Predator, d'une équipe disposant de munitions infinies à la représentation déformée et réduite d'un personnage autiste à un stéréotype narratif. Ces détails ne rendent pas la saga moins divertissante et ne masquent pas toutes ses qualités, mais une fois remarqués, il est difficile de les manquer lors d'un rewatch. Les munitions à volonté est un trou si fréquent dans l'intrigue des films d'action qu'on pourrait même le qualifier de trope. La saga Predator tout entière s'inscrit dans ce trope, avec plusieurs scènes où les personnages tirent des centaines de balles sans recharger. D'autres fois, même s'ils rechargent, ils utilisent bien plus de balles qu'il n'est humainement possible d'en transporter. Le cliché des munitions infinies persiste tout au long de la saga. Dans le film Predators de 2010, Royce s'inquiète soudainement de la conservation des munitions après avoir tiré un nombre absurde de balles. C'est peut-être le choix le moins logique, et il aurait peut-être été préférable pour le film de faire semblant de n'avoir jamais remarqué le paradoxe des munitions. Si la quantité infinie de munitions ne suffit pas, il existe aussi des armes qui fonctionnent d'une manière totalement inexistante dans la réalité. Le meilleur exemple est celui de Blaine, qui transporte un énorme minigun M134, un Old Painless, depuis l'hélicoptère jusqu'à la jungle dans le premier film. Le réalisateur John McTiernan a admis que ce détail avait été ajouté simplement pour le côté esthétique, mais qu'il s'agissait finalement d'un élément narratif absurde. Cette arme utilise non seulement une quantité incroyable de munitions, ce qui n'apparaît absolument pas dans le film, mais elle ne fonctionne tout simplement pas sans source d'alimentation. Pour tourner le film, le câble était hors champ. Ils ont également dû réduire la cadence de tir de 6000 à 1250 tirs minutes et ne tirer que des balles à blanc. Malgré cela, l'acteur Jesse Ventura a confié avoir eu la sensation de tirer à la tronçonneuse. Un autre personnage de la saga est le fils autiste. Dans le film The Predator, Rory incarne le fils autiste du tireur d'élite de l'armée américaine, Quinn McKenna. Le jeune garçon est un ajout adorable à la distribution, mais il est incompréhensible que son autisme lui permette d'interpréter et de comprendre la technologie Predator. Alors qu'il aurait pu faire la différence grâce à sa personnalité, ses compétences et sa vision unique du monde, il a malheureusement été réduit à un simple cliché narratif. Bien qu'il existe des cas où l'autisme et une intelligence supérieure à la moyenne se chevauchent, l'autisme ne signifie pas automatiquement une question d'intellect. Tel qu'il est généralement compris aujourd'hui en psychologie, l'autisme est un spectre qui se manifeste de multiples façons. Hollywood présente généralement cette neurodivergence comme ce qui fait de quelqu'un un génie et un atout, une sorte de super pouvoir. Ce qui est absurde, sachant que chaque personne autiste a étudié et appris ce qu'elle sait, comme toute personne neurotypique. Les personnes autistes ne peuvent pas simplement savoir des choses comme Rory, c'est simplement déchiffrer la technologie extraterrestre. Predator est une saga de science-fiction et, bien sûr, tout ce qu'elle contient n'a pas besoin d'être scientifiquement cohérent. Toutefois, le public s'attend toujours à ce que certaines bases biologiques soient fidèles à la réalité. Tout le monde s'attend à ce que les êtres humains saignent encore rouge et que les armes aient encore besoin de munitions. Même si ces personnages saignent et ont besoin d'armes pour combattre un extraterrestre sadique et anthropomorphe. Lors du tournage de près, il semble que les cinéastes aient complètement oublié cela. Le 5e film de la saga se déroule chronologiquement avant les films précédents et sert de préquel à tous les autres. Se déroulant en 1519, il dépeint la lutte d'une tribu de chasseurs contre un extraterrestre et l'ascension d'une Comanche forte nommée Naru comme protectrice. Le choix audacieux d'envoyer un prédateur chez les Amérindiens s'est avéré payant à bien des égards, mais il a aussi manqué son objectif à d'autres égards, ce qui est le moins logique. Dans le film, c'est le comportement de la faune sauvage. Les animaux sont excessivement agressifs, à l'image du prédateur. Tout comme dans d'autres intrigues, la violence des animaux sauvages est un thème récurrent dans l'action. Pourtant, elle est tellement présente dans Prey qu'elle devient difficile à ignorer. Cette faille dans l'intrigue est si anodine et pourtant inutile au récit qu'elle est devenue un mème internet ces dernières années. Dans le premier film, on trouve une scène où Dillon et Dutch font un bras de fer tout en évoquant leur retrouvaille. C'est un détail que certains spectateurs pourraient manquer car il est totalement étranger à l'intrigue. Mais quiconque y prête attention comprend immédiatement que tout est chorégraphié pour paraître le plus masculin possible devant la caméra. En réalité, ce que Dutch fait ne signifie pas qu'il est plus fort que Dillon. Sans point d'appui pour le coude, généralement une table, un bras de fer ne peut pas être un bras de fer. Bien sûr, une personne peut toujours plier le bras d'une autre personne en l'air, mais ce bras serait poussé complètement dans une direction spécifique, au lieu d'effectuer le mouvement de Dillon. Un bras ne s'abaisse que si le coude est fixé au même endroit.
Certaines séquences d'action sont excellentes pour le spectacle en soi, mais manquent totalement de cohérence avec l'intrigue du film. Dans le premier Predator, l'intrigue d'infiltration atteint son paroxysme lorsque Dutch et son équipe arrivent enfin dans un camp pour sauver de supposés otages. Au lieu de s'infiltrer pour les chercher, l'équipe attaque et tue tous les soldats. Ce n'est que plus tard qu'ils apprennent que les otages étaient en sécurité car il s'agissait d'agents de la CIA. Si toute leur mission consistait à sauver des otages, l'équipe n'aurait pas dû immédiatement se mettre à lancer des grenades et à tirer dans tous les sens dans le camp. Mais le film a utilisé ce procédé narratif pour créer une séquence d'action et rapprocher les personnages du Predator. L'attaque elle-même peut également être décrite comme dénuée de sens, malgré son caractère emblématique. L'ennemi est distrait et sans défense, et il ne riposte pas aussi vigoureusement que n'importe quel soldat dans ce scénario. Vers la fin de Predator 2, le Predator s'engouffre dans les égouts. Le lieutenant McCarrigan le suit et découvre son vaisseau spatial caché dans une immense galerie souterraine. D'après ce que le public peut voir du réseau d'égouts, il semble peu probable qu'un vaisseau spatial de cette taille ait pu traverser les tunnels. La suite se déroule à Los Angeles et le vieux tunnel Belmont, un ancien métro hollywoodien utilisé pour filmer l'entrée des égouts, n'est clairement pas assez grand pour accueillir un vaisseau spatial massif. La seule explication possible est peut-être qu'une technologie extraterrestre permettrait au vaisseau spatial d'être là, une technologie jamais vue dans les vaisseaux Predator. Dillon est présenté comme un agent de la CIA resté trop longtemps derrière un bureau et qui n'est plus fait pour le terrain. Lorsqu'il retrouve Dutch au début de Predator, Dutch se moque même de lui, le jugeant hors de forme. Ce bras de fer, qui n'a aucun sens, est censé faire de Dillon un maillon faible. Toutefois, sa seule faiblesse semble être morale. Le personnage manipule Dutch et son équipe, omet constamment des informations importantes et semble avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui mène activement une guerre en coulisses. Mais quand vient le moment d'attaquer, il s'empresse de rejoindre l'équipe. Il n'est certainement pas aussi hors de forme que le laisse entendre le début du film, car il peut certainement suivre Dutch et les autres. La continuité est extrêmement importante en cinématographie et au montage. Lorsqu'il y a une coupure et que l'image suivante ne s'enchaîne pas logiquement avec la précédente ou la suivante, l'immersion du spectateur est rompue. Dans l'une des premières scènes du premier film, il y a une erreur de continuité facile à manquer. À l'arrivée de l'équipe de Dutch, on voit Dillon à l'extérieur de l'hélicoptère et il est à l'intérieur dans le plan suivant. D'autres scènes sont plus faciles à repérer, comme lorsque le Predator a du sang sur son visage qui disparaît ensuite. Dans le film Predators de 2010, il y a un moment où les mercenaires perdent leurs armes lors d'une chute, mais ces mêmes armes réapparaissent immédiatement après avoir touché le sol. Dans le film The Predator de 2018, il y a bien plus. Le reboot comporte de nombreuses petites erreurs de continuité, comme un sandwich que Rory mange et qui change de main entre les prises, ou le gant du Predator qui passe du bras gauche de Rory à son bras droit et vice-versa tout le temps. Il existe une incohérence scientifique indéniable dans la représentation de la vision thermique du Predator, notamment dans le film original de 1987. Cette inexactitude est particulièrement gênante dans les scènes se déroulant dans la jungle, car la vision thermique devrait rendre les humains beaucoup moins visibles dans un environnement aussi vivant. Le corps humain émet généralement un rayonnement infrarouge suffisamment puissant pour être détecté par la vision thermique en milieu urbain, mais la température corporelle humaine se confondrait avec celle d'une jungle chaude et humide sous le soleil. La vision thermique du Predator est encore moins pertinente lorsqu'il peut repérer des personnes immobiles. Dans la réalité, un être humain dans une telle jungle n'aurait qu'à se mettre à couvert et rester immobile en bougeant le moins possible pour devenir quasiment invisible aux yeux de lunettes infrarouges réalistes. Les images colorées et contrastées rendent néanmoins Predator beaucoup plus attrayant visuellement. C'était les incohérences et les non-sens dans la saga Predator. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.